Bonjour à vous, donc aujourd'hui nous allons voir pour finir la reproduction comment se passe la reproduction chez les autres êtres vivants. Et pour faire on va dire assez simple, on va se servir de ce que l'on a déjà vu dans les autres leçons et en fait on va fonctionner par comparaison, c'est-à-dire on va voir quels sont les points communs et les différences qu'il peut y avoir entre la reproduction chez certains êtres vivants et la nôtre. C'est parti. Pour illustrer cette leçon, vous aviez à me faire une activité où il y avait des textes à lire et ces textes, il fallait me les transformer en tableau. Et en fait, ce tableau va nous servir à comparer les grandes étapes de la reproduction chez l'humain et chez d'autres êtres vivants. Donc normalement, vous avez dû vous apercevoir que non, tous les êtres vivants ne vont pas forcément se reproduire comme nous. Ce tableau, le voici. Alors c'est une possibilité parmi tant d'autres. Je vous conseille de le recopier dès maintenant dans votre cours car ce tableau, je vais beaucoup m'en servir pour illustrer la suite des autres points du cours. Donc en fait, dans ce tableau, pour faire assez simple, première colonne, les êtres vivants qu'il y avait à étudier. Ensuite, deuxième colonne, première étape de la reproduction, il faut qu'il y ait des cellules sexuelles. Deuxième étape, le rapport sexuel, qui permettait chez l'humain le passage des spermatozoïdes dans le corps de la femme. Et enfin, dernière étape que j'ai choisie, la fécondation. Il faut que un spermatozoïde rencontre un ovule. Et vous allez voir que avec ce petit tableau, c'est beaucoup plus simple de comprendre, de comparer et de voir les points communs qu'il peut y avoir entre la reproduction d'un être vivant avec nous et voir les grandes différences. Comparons la première étape, c'est-à-dire la fabrication des cellules sexuelles. Et on va s'apercevoir que dans le monde du vivant, il existe deux grands types de reproduction. Une reproduction qui est dite sexuée et une autre reproduction qui est dite asexuée. La reproduction sexuée, normalement, ça va être la plus facile pour vous à comprendre, c'est une reproduction qui utilise des cellules sexuelles. C'est-à-dire que l'être vivant, s'il veut se reproduire, il va falloir qu'un individu fabrique des ovules et que l'autre fabrique des spermatozoïdes. Dans votre tableau, si vous regardez la deuxième colonne, vous voyez que c'est quand même la reproduction la plus fréquente. C'était le cas chez le papillon, l'escargot, l'oursin, l'algue et le poisson combattant. Donc on la rencontre très très souvent. Alors parfois avec des petites variantes, c'était le cas de l'escargot où chez l'escargot, un seul individu est capable de fabriquer en même temps les ovules et les spermatozoïdes. Mais ça reste assez exceptionnel. Je vous mets ici donc deux images de ces cellules lorsqu'on les observe au microscope. Maintenant, un peu plus dur, il existe donc une reproduction asexuée. Dans ce cas-là, l'espèce est capable de se reproduire, mais sans avoir besoin de fabriquer de spermatozoïdes ou d'ovules. C'est ce que vous aviez dans votre tableau, toujours la deuxième colonne, pour l'hydre de mer et pour le phasme. Alors en fait, cette reproduction, elle est assez fréquente chez les plantes. Normalement même, peut-être qu'on vous en a déjà un peu parlé en sixième. Là, premier exemple, c'est chez certaines plantes qui, pour se reproduire, vont utiliser un rhizome. Si vous regardez donc le schéma, il faut commencer par la gauche. Donc à gauche, vous voyez que j'ai qu'une plante, elle est toute seule. Ensuite, deuxième schéma, un peu plus loin vers le milieu, cette plante va fabriquer une tige spéciale qui est un rhizome. Ce rhizome remonte vers la surface et quand il arrive en surface, troisième schéma, ça va donner une nouvelle plante. Donc en fait, dans ce cas-là, chez les plantes, la reproduction asexuée va permettre d'envahir le milieu assez rapidement, de proche en proche. Une plante arrive dans un nouveau milieu,
Elle fabrique un rhizome, ça donne une deuxième plante, puis une troisième, une quatrième, et ainsi de suite. Donc c'est une reproduction qui a l'avantage d'être très rapide et assez intéressante pour envahir les nouveaux milieux. Sur ce document, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, la plante, au lieu d'utiliser un organe souterrain, elle utilise un organe aérien qui rampe sur le sol, c'est le stolon. Alors le cas le plus connu, c'est le fraisier. C'est-à-dire qu'il y a un fraisier qui arrive dans un nouveau milieu, il fabrique un stolon, ce stolon va ramper sur le sol. Quand il arrive assez loin de la première plante, il se plante dans le sol et ça redonne une nouvelle plante, un nouveau fraisier, qui à son tour va fabriquer un stolon et ainsi, de proche en proche, mon fraisier envahit le milieu. Il se reproduit parce que j'ai de plus en plus de fraisiers dans le champ sans pour autant avoir eu besoin d'ovules ou de spermatozoïdes. Pour en finir avec cette reproduction asexuée, un exemple chez des animaux, c'est-à-dire les polypes qui vont former les coraux qu'on peut observer en pleine mer. Donc eux, dans ce cas-là, c'est un animal. Cet animal, si vous regardez le schéma, alors attention, là il faut partir de la droite. Et quand on suit le cycle, vous voyez que cet animal, il va se dédoubler pour progressivement, d'un individu, j'en obtiens deux. Et là aussi, j'ai réussi donc à créer un nouvel individu sans avoir eu besoin de passer par des ovules et des spermatozoïdes. C'est un peu ce que vous aviez, vous, dans l'exercice avec l'hydre, où certaines cellules de l'hydre vont commencer à se multiplier pour former un nouvel être vivant qui va se séparer du premier et à la fin, j'obtiens deux hydres. Donc, vous voyez que toutes les espèces ne se reproduisent pas comme nous, vu que déjà à la première étape, certaines espèces, elles, n'ont même pas besoin de cellules sexuelles, alors que chez nous, c'est vital. Ça, c'est une première chose. Maintenant, pour faire un peu plus simple, je vais vous corriger les deux dernières colonnes du tableau, la colonne 3 et 4, en même temps. En effet, c'est assez difficile de séparer les deux pour les explications. Donc, dans le cas de la reproduction sexuée, on a dit qu'il nous faut des ovules et des spermatozoïdes. Chez l'humain, on a dit qu'on avait une fécondation interne. Pourquoi? Rappelez-vous, à la fin du rapport sexuel, l'homme a déposé ses spermatozoïdes au fond du vagin de la femme et ils vont pouvoir remonter jusque dans la trompe où un spermatozoïde va rencontrer un ovule. Tout ça se passe bien à l'intérieur de la femme. Voilà pourquoi on parle d'une fécondation interne. Pour celles et ceux qui auraient oublié un schéma rapide, alors je ne le commente pas, on l'a déjà fait avant les vacances. Alors, dans notre tableau, on voit que cet exemple de fécondation interne, c'est ce que je retrouvais aussi chez le papillon et l'escargot. Ils vont avoir un rapport sexuel qui va permettre justement aux spermatozoïdes d'aller féconder à l'intérieur de l'autre individu ses ovules. Seulement, c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que on connaît des êtres vivants qui, oui, fabriquent des ovules et des spermatozoïdes, mais qui n'ont pas besoin d'avoir de rapport sexuel pour qu'il y ait une rencontre entre un ovule et un spermatozoïde. Dans ce cas-là, on va parler d'une fécondation externe. Et je vais vous montrer quelques exemples pour illustrer en quoi elle est externe, cette fécondation. Le premier exemple, donc c'est le cas du poisson. Alors, dans votre tableau, vous aviez à me faire le poisson combattant. Vous voyez que là, le document porte sur le saumon, mais ça se passe pareil dans les deux cas. C'est-à-dire que la femelle fabrique des ovules, elle va ensuite les pondre dans un nid, puis elle s'en va. Et le mâle va arriver, va nager au-dessus de ce nid,
va libérer son sperme, qui contient donc des spermatozoïdes, et la rencontre des ovules et des spermatozoïdes va se faire dans l'eau, donc à l'extérieur du corps de la femelle, d'où le nom de fécondation externe. L'autre exemple que je ne vais pas vous illustrer, mais c'est pour être pareil, c'est le cas de l'oursin. Donc l'oursin, c'est cet animal qui vit au fond de l'eau, qui est plein de piquants, qui se déplace très 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 lentement, c'est encore plus lent qu'un escargot, et qui, pour pouvoir se reproduire, les mâles vont libérer dans l'eau leurs spermatozoïdes, les femelles vont libérer leurs ovules, elles aussi dans l'eau, et grâce au courant marin, ces cellules sexuelles vont pouvoir se rencontrer. Cette rencontre, elle se fait dans l'eau, donc à l'extérieur du corps de la femelle, donc fécondation externe. Tout ça pour vous dire que, au final, c'est pas parce que on fabrique des ovules et des spermatozoïdes qu'à la fin, on aura forcément, comme l'humain, un rapport sexuel et une fécondation interne. C'est pas une obligation. Pour finir notre leçon d'aujourd'hui, on va aborder deux petites notions qui n'étaient pas à chercher dans le tableau, c'est on va dire en plus pour illustrer le cours. Dans le cas de la fécondation interne, vous avez encore deux cas possibles. C'est-à-dire que vous allez avoir certaines espèces où le petit qui est en train de se former ne va pas se développer à l'intérieur de sa mère. Il va y avoir une ponte d'un œuf. On parle d'espèces ovipares. C'est le cas, par exemple, chez de nombreuses espèces comme les oiseaux. Là, pour en dire changer un petit peu, je vous ai mis des crocodiles. Le deuxième cas, lui, ce sont des espèces qui vont faire comme nous. Si vous vous souvenez bien, après la fécondation, la cellule œuf se divise, va se placer dans l'utérus de la femelle et va y rester un certain temps. Et d'autres espèces font pareil que nous, et dans ce cas-là, ce qu'il va y avoir à la fin de la grossesse, c'est la naissance d'un jeune qui ressemble à un adulte, mais en plus petit. On parle dans ce cas-là d'espèces vivipares. Et pareil, alors pour illustrer, il y a plein d'exemples que vous connaissez, le chat, le chien, l'humain, d'autres mammifères, les lapins, les chevaux. Et là, pour changer un petit peu, je vous ai mis des lions tout simplement. Et pour finir, donc le schéma bilan qu'on pourrait construire de cette comparaison entre notre reproduction et celle des autres êtres vivants. Vous voyez que c'est la case en haut au milieu, première étape, les cellules sexuelles. Si elles sont absentes, ce sont les êtres vivants qui se reproduisent selon une reproduction asexuée. Par contre, si elles sont présentes, on va avoir une reproduction sexuée, comme chez l'humain. Après, à partir de là, deux cas possibles. Ou bien cette reproduction sexuée se fait avec un rapport sexuel, et on va avoir une fécondation interne, ou bien alors, elle se passe sans avoir besoin de rapport sexuel, et on a une fécondation externe. Et enfin, dans le cas uniquement de la fécondation interne, si jamais l'être vivant pond des œufs, c'est une espèce ovipare. Et si au contraire, on a une grossesse et que le petit se développe entièrement à l'intérieur de sa mère, on aura une espèce vivipare.